Madame, Monsieur, bonsoir et merci de la fidélité à ITV. En ce 21 avril 2020, la vague aussi puissante soit-elle finit toujours par rejoindre le rivage et comme toutes les vagues, elle se brise en écume. Et pour ce qui nous concerne, la réalité est tout autre. La marée est montante. Voici donc la colonne vertébrale du journal. Une nouvelle ligne de crête en termes de positivité sur le front du virus dans certains quartiers dakarois. Un début de psychose a été constaté, surtout quand on y découvre ce qu'on appelle un cas communautaire. Le fonds de résilience de la solidarité Covid-19 commence à être renfloué. Le tiers du chemin et des efforts nécessaires a été fait avec un montant de 325 milliards sur les 1000 milliards qui ont été annoncés. Avec la fermeture des marchés et places d'affaires, les commerçants de façon globale sont largement désarçonnés. Les effets secondaires du virus sont pour le moins terrifiants. L'atmosphère crisique n'y fait rien, sinon qu'elle irrigue encore un peu plus le populisme, comme aux États-Unis où Donald Trump semble enfoncer une porte ouverte en décidant de la suspension de l'immigration ce mardi. Et puis un nuage que le soleil apparaît, standing ovation ce soir pour Amira Abed, dont la voix bouleverse tous les Sénégalais avec sa reprise tout à fait réussie d'un morceau fétiche de Pape Djibiba, c'est du grand art. Le développement de toutes ces informations dans un instant. Le secteur de Niaritali a donc eu son premier cas communautaire donc qui a installé une certaine psychose dans ce secteur. Il y a des gens qui dénoncent donc le fait qu'il soit montré du doigt. La tournure des événements est assez regrettable aux yeux de beaucoup de monde là-bas. Ndeye Mariam Gueye et Mafalfal, reportage. Les images parlent d'elles-mêmes. On est à Niaritali, dans la rue de la Boulangerie, où est annoncé le cas confirmé au coronavirus. Issu de la transmission communautaire, les habitants ne changent pas leurs habitudes. Ils semblent insouciants. Si certains prennent les choses à la légère, d'autres se barricadent. C'est le cas de ce boutiquier qui a déjà pris ses dispositions. Quand on a eu l'information, on a eu peur, parce que c'est normal, c'est une maladie grave. C'est seulement Dieu qui peut nous épargner du coronavirus. Je pense qu'on doit continuer à utiliser les mesures barrières, les ailes et les masques. Moi, c'est ce que je fais. Cependant, l'information du cas communautaire est réfutée par ces jeunes du quartier qui déplorent une stigmatisation à leurs yeux. La dame en question était malade. Son fils a essayé de l'amener à l'hôpital. Il a d'abord appelé un taxi. Le taximan a refusé. Et après, ils ont appelé les sapeurs-pompiers. Après consultation, ils l'ont ramené. Et les gens disent qu'elle a le coronavirus. Bon, ici, on parle de cas communautaires, mais nous, on n'a rien vu. Regardez, son dossier est là. Ma grand-mère, elle n'a rien, elle va bien. Ce matin, dès que je suis partie au marché, tout le monde me regardait et me pointait du doigt. Quand l'ambulance est venue ici, j'étais sûre que le lendemain, on allait raconter des histoires. Moi, ce qui m'attriste, c'est que dans toute situation, il faut faire attention aux informations qui sont diffusées. Moins de rassemblement et beaucoup plus d'implication reste le moyen le plus efficace pour vaincre la pandémie de Covid-19 pour la population de Niaritali. S'il vous plaît, évitons le maximum les rassemblements. Restons chez nous. Entre déni donc et incivilité ordinaire, plus de 80 interpellations ont été opérées à la Médina pour non-observance du couvre-feu. Il semble aussi qu'il y ait eu un début d'incendie qui a poussé certains jeunes à sortir. Donc Abdourahmane Li et Seleman Diallo. Et nous sommes dans cette débiterie qui avait pris feu.
Visiblement, les dégâts ne sont pas importants et pour cause, la population médinoise se serait portée volontaire de vaincre les flammes. Les jeunes ont décidé d'eux-mêmes d'éteindre le feu car les pompiers ont tardé à venir lorsqu'on les a appelés. Et même lorsqu'ils sont arrivés, il n'y avait pas d'eau dans leur camion. Donc les jeunes ont été obligés de prendre les choses en main pour éteindre le sinistre. Moi-même qui vous parle, je fais partie de ces jeunes qui se sont portés volontaires. Il y avait un jeune sur le toit et c'est nous qui lui donnions de l'eau pour aider à éteindre le feu. Et je ne vous cache pas que c'était assez risqué, car le toit pouvait s'affaisser à tout moment. Une intention noble qui a clairement viré à une autre intention, le non-respect du couvre-feu par quelques récalcitrants faisant partie de la foule, ce qui pousse ces autres Médinois à être en phase avec ces interpellations, des interpellations censées servir de leçon. Ils ont été cueillis et je suis bien d'accord pour qu'ils soient corrigés. Mais je suis contre toute forme de maltraitance car après tout, ce sont des citoyens. Je suis d'accord avec le fait qu'ils aient été interpellés. Je pense que cela doit leur servir de leçon. Mais après, il faut qu'on les laisse rentrer, car il faut également éviter toute forme de rassemblement. Mais il faut tout de même avouer que ces jeunes ont manqué de responsabilité. Un manque de responsabilité qui doit désormais muter, non pas pour faire propager la maladie, mais pour participer à l'effort de guerre des autorités dans le but de limiter l'évolution du coronavirus. Et quand les temps sont durs, les gros maigrissent et les maigres meurent, ce qui se dit habituellement. Les commerçants donc sont dans le dur et ceux de Keur-Massar expriment fatigue et lassitude face à la fermeture de leur place d'affaires. Les cantines ont été donc fermées après la détection d'un cas positif. Mamadou Lamine Fati. Plus de 15 jours qu'ils ont baissé rideau à cause du coronavirus, suite à l'arrêt de leur commerce. Une décision du préfet de Pikine qui pèse lourd sur leurs activités. Ceci nous préoccupe au plus haut niveau et nous voudrions que les autorités nous disent exactement quand est-ce la réouverture des magasins. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est nous dire exactement les conditions sur lesquelles nous devrions ouvrir, s'il faut réduire le temps de travail, s'il faut des mesures d'accompagnement en gel, en savon, extra, donc des mesures sanitaires. Avec le manque à gagner occasionné par la fermeture de leurs magasins, ces commerçants de Keur-Massar souhaitent pouvoir bénéficier du budget de la force Covid-19. Parce que chaque cantine ici, chaque magasin est une petite entreprise, est une entreprise qui a derrière lui un ensemble de personnel dont il doit prendre en charge. Et puisque le président de la République lui-même a dit que nous, les employeurs, ne devons pas licencier et qui dit fermeture d'une entreprise, parle forcément d'un manque à gagner. Donc par rapport à ça, nous voudrions qu'il y ait un accompagnement financier pour permettre de retenir les emplois, nos employés, pour permettre quand même de respecter les mesures de décharge au niveau de la location. Et un accompagnement d'octroi d'aide alimentaire. Nous avons permis pendant 15 jours, donc l'aide alimentaire qui a été donnée au niveau national, nous voudrions que chaque commerçant ici puisse en bénéficier. Ils sont plus de 500 commerçants à Keur-Massar touchés par la mesure. Aujourd'hui, ces commerçants souhaitent que les autorités revoient leurs copies afin qu'ils reprennent leurs activités, à défaut qu'ils puissent être soutenus durant ces moments difficiles. À Kaffrine aussi, c'est une ambiance kafkaïenne, on va le dire comme ça. Les marchands de légumes qui sont installés au marché central sont tout à fait déboussolés par les mesures qui ont été envisagées par le préfet qui a donc rapidement dépaysé le marché. Le site provisoire a un côté spartiate selon ces commerçants, non nos envoyés spéciaux à Kaffrine que sont Amagor, Robertien et Sidignan. Plus personne sur le site, un espace vide.
C'est le résultat de l'opération coup de poing menée par les autorités municipales et administratives de Kaffrine. À quelques mètres de là, la place de l'Indépendance, nouveau site de recasement des vendeurs de légumes du marché central. Vous savez, le préfet m'a appelé un jour et j'ai été convoqué à la place de l'Indépendance. C'était en présence des autorités de la police et de la gendarmerie nationale. Après, ils m'ont informé que tous les vendeurs de légumes seront transférés ici. Même si la mesure est acceptée, les marchands dénoncent le manque de mesures d'accompagnement. On nous avait promis un grand nettoyage. Ensuite, les autorités avaient décidé de mettre sur place des toilettes mobiles. C'est vrai, on évite les rassemblements à cause du coronavirus. Mais vraiment, j'ai peur. Ici, il y a du n'importe quoi. En somme, c'est de l'anarchie totale. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à vendre. Les autorités nous avaient promis de régler cette situation, mais en vain. Des manquements que leur délégué impute à la municipalité de Kaffrine, qui, selon lui, doit se charger d'assurer l'effectivité des mesures d'accompagnement. C'est la municipalité qui récupère les patentes. Alors, c'est à elle de réfectionner ce lieu pour le bien des commerçants. En plus d'une activité commerciale au ralenti, ces marchands doivent aussi faire avec le soleil pendant toute la journée. On nous a seulement déguerpis. Cette situation est très déplorable. Après une première journée passée sur ce nouveau site, les vendeurs de légumes du marché de Kaffrine demandent aux autorités de diligenter les mesures d'accompagnement prévues, notamment des bâches ainsi que des cabines de toilettes mobiles. Et en ces temps de crise, on a rapidement redécouvert que la région la plus importante du corps humain, c'est le cœur. Élan de cœur et de solidarité. Et aussi à Rufisque, où une frange de la jeunesse là-bas a rassemblé des fonds pour venir en aide à près de 200 familles et ménages donc qui sont secoués par la crise. Babacar Seck. Au moment où certains jeunes de Dakar défient l'autorité en violant le couvre-feu, ceux du quartier Arafat 2 à Rufisque se mobilisent pour aider des familles à se protéger du coronavirus. Étant conscient de la situation d'aujourd'hui, nous avons pris l'initiative de coopérer avec les maires, les bonnes volontés et tout, juste pour aider les familles démunies. Nous sommes des jeunes très engagés. Au début, on avait commencé qu'avec 2000 francs. Aujourd'hui, on a acheté une somme de 200 et quelques mille, juste pour sauver notre quartier. Parce que c'est notre devoir de sauver notre quartier. Les jeunes se sont cotisés avec l'appui de quelques bonnes volontés. 180 maisons vont recevoir un kit composé de produits de prévention. On a fait une collecte de fonds pour pouvoir aider les gens. Et on a aussi cotisé parce qu'au début, on partait que seulement avec nos moyens. On va faire à peu près 180 maisons juste pour leur donner ça. Parce que c'est notre premier pas. On espère que ça fait boum. Oui. Le conseil de quartier qui se réjouit de l'action des jeunes compte bien les accompagner. Parce que c'est pas facile d'avoir des jeunes du quartier au moment où ils pouvaient faire autre chose, de se réunir pour lutter contre cette maladie qui est une pandémie mondiale. Donc nous leur félicitons, nous leur exerçons à continuer sur cette lancée. Nous en tant que parents, nous en tant que conseillers de quartier, nous en tant que pères, nous sommes tous derrière eux pour la réussite de cet événement. Et nous les encourageons, nous les exhortons à aller vers l'avant. Les jeunes d'Arafat comptent bien renouveler cette action avec une distribution d'aide alimentaire et de masques. En tant qu'homme, donc, rien d'humain mais d'étranger, un autre coup de cœur avec Monsieur Fodessila, un ex-député européen qui a tué le cœur assez large donc pour venir en aide à la population la plus exposée de la commune de Tambacounda. Moustapha Gabardiop. À l'heure où le confinement total est une option de plus en plus évoquée au Sénégal, des membres de la diaspora s'engagent pour soutenir les couches les plus défavorisées de leur ville d'origine. Eh bien, nous avons réussi à acheminer une tonne, voilà,
de nourriture, essentiellement de l'huile, du riz, et je tiens aussi tenu aussi à ce que ce soit du riz de la vallée, parce que dans cette période, il faut aussi soutenir notre production locale, qui ont immédiatement été distribués à SOS Village d'enfants et à ces enfants qui sont confinés dans les hôtels, et aussi une partie a été distribuée aux familles les plus défavorisées du quartier Pont-Tamba. Avec la pandémie, l'ancien député européen Fodi Silla juge nécessaire de renforcer les liens entre la diaspora et le Sénégal. C'est le moment de dire à la diaspora, on sait l'effort que vous avez fait depuis des années pour notre pays, donc on ne peut pas vous abandonner. On sait les difficultés que vous avez, notamment les discriminations quotidiennes que vous subissez, donc on sera à vos côtés pour vous accompagner. Et bien évidemment, à cette diaspora, j'appelle à ce que chacun d'entre nous, on continue à porter cet effort. Beaucoup d'immigrés sont encore victimes de discrimination. On l'a vu en Chine, on le voit un peu partout. Donc leur situation n'est pas facile, mais si on leur donnait la possibilité aujourd'hui d'être aussi acteurs de cette lutte contre la pandémie, ça peut être y compris psychologiquement une bonne chose. Qui plus est, ils auront le sentiment d'avoir participé à quelque chose qui n'est pas uniquement d'envoyer que de l'argent, mais de participer aussi à un effort sur le plan économique. L'ancien président de SOS Racisme en France salue le consensus autour de l'effacement de la dette africaine. Il décrit également les exactions sur les ressortissants africains en Chine. Voilà, beaucoup de langues donc se délient en cette période de crise, même si chacun observe ce qu'on appelle le principe de responsabilité. L'ancien directeur général des Sénégalais de l'extérieur a parlé des fonds destinés donc à la diaspora, les 12 milliards 500 millions invités de la matinale. Il a ainsi préconisé un certain fast track dans la façon d'envoyer l'argent donc aux ayants droit. On l'écoute avec Cheikh Hassan Fall. 12 milliards 500 millions qui sont mis à la disposition aujourd'hui de la diaspora sénégalaise. Faudrait-il maintenant qu'on aille très vite? Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de venir appuyer socialement des gens qui sont en train de souffrir dans leur maison parce que le confinement est passé par là. On n'a pas besoin d'attendre, on n'a pas besoin de réfléchir. On avait déjà la caisse aide et secours qui était doté de 540 millions et qui permettait au ministère des Affaires étrangères d'appuyer à chaque fois que de besoin les Sénégalais de la diaspora. Donc ces 12 milliards 5 qui viennent s'ajouter sur cette caisse aide et secours doivent aller beaucoup plus vite. Mais la stratégie, elle est très simple. Les pays considérés comme des pays contaminés, on doit systématiquement mettre à la disposition des postes diplomatiques et consulaires qui sont dans ces pays-là suffisamment d'argent pour qu'ils puissent aider les compatriotes. Les anciens responsables ont donc défilé chez nous à iRadio. Le ministre Bakar Dia, invité donc d'iRadio ce matin, a préconisé l'extension du masque à tous en lieu et place du confinement total qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Cher Hassan Fall. 43, voilà le nombre de cas communautaires recensés dans tout le Sénégal depuis l'apparition de la maladie chez nous. Sur ces 43, 20 ont été dénombrés en l'espace d'une semaine. Une situation qui pousse certains à demander à l'État d'aller plus loin dans ces mesures, en brandissant l'hypothèse du confinement. Une hypothèse qui ne plaît pas tellement à l'ancien ministre de la Santé, qui opte lui pour un confinement individuel, mobile. À la place du confinement généralisé, des villes comme Hong Kong, des zones comme Singapour, comme l'Europe de l'Est, où les gens ont appliqué un confinement individuel mobile, c'est ce que le président Macky Sall est en train de faire. C'est-à-dire que je me confine par un masque. Donc, nous sommes en confinement, mais en confinement individuel mobile. Selon des informations obtenues par immédiat.sn, après plus d'un mois et demi de présence au Sénégal, ils sont une vingtaine de médecins, pharmaciens, biologistes ou encore aides-soignants à avoir été contaminés au coronavirus. Un fait qui inquiète le docteur en médecine qui demande à ce que le corps médical soit beaucoup plus protégé et considéré. Nous avons encore des cas de médecins contaminés. Mais si ce personnel médical est contaminé dans sa grande majorité, le système de lutte va s'écrouler. Donc, il faut que le président de la République prenne toutes les mesures de protection du personnel médical
de sécurisation du personnel médical, mais il faut qu'il soit fortement indemnisé. Pour l'ancien ministre, en cette période de crise, le président, au-delà de son rôle de décideur, doit être maintenant au devant de la lutte pour éduquer les populations en leur enseignant, en bon pédagogue, les gestes barrières à adopter pour freiner l'expansion de la maladie. Voilà, c'est à présent le momentum pour ce qui s'agit de nos correspondants en région et également en banlieue dakaroise. Nous avons ce soir Mamadou Lamine Fati à Guédiawaye, donc qui va nous parler un peu des principaux axes d'information sur le front du coronavirus. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Hassan Gueye et bienvenue à Guédiawaye. Pour le point de ce jour, nous allons démarrer par les actions de résilience des populations. Aujourd'hui, au niveau de Guédiawaye, les populations commencent à s'organiser dans les quartiers. Vous pouvez voir à l'entrée des ruelles des dispositifs qui sont mis en place par la population, que ce soit des gels, que ce soit du savon, de l'eau. Donc chaque personne qui entre dans le quartier se lave les mains avant d'entrer et au sortir, il faut prendre le gel pour se mettre autour des mains. Donc c'est un dispositif qui est en train d'être pris par la population et une organisation au niveau de beaucoup de quartiers s'organise de telle sorte pour vraiment permettre d'éradiquer ce fléau qui est la transmission du coronavirus, surtout au niveau de la transmission communautaire. Au-delà de ça, c'est aussi les comportements qui ne changent pas. Tout à l'heure, on nous a signalé au niveau de Amon 6, vraiment, la circulation n'est pas carrément fluide. D'autre part, au niveau de la population, vraiment, il y a un rassemblement qui se fait au niveau des arrêts-cars, au niveau de voitures, ou bien même dans le quartier où se trouve cette cité Amon 6. Donc, jusqu'à présent, les comportements tardent à changer au niveau de la population. Autre part, c'est les activités, c'est les dons qui se multiplient au niveau de la population, au niveau des outils pour permettre à la population de lutter contre la propagation du coronavirus. Donc autre chose, c'est les cas. Aujourd'hui, au niveau des cas, Guédiawaye se retrouve pour le moment avec 17 cas et surtout beaucoup de cas communautaires. Donc une situation qui inquiète énormément la population. Donc le port de masque qui commence aujourd'hui à être pris, donc à être intégré par la population dans les comportements de tous les jours, mais reste quand même des récalcitrants jusqu'à présent qui refusent ou bien qui ne veulent pas porter des masques. Donc c'est tout pour le point de ce jour. Merci bien. Merci beaucoup Fatih. Donc à Guédiawaye, nous avons également ce soir Momar Alissignan à Saint-Louis, donc qui va nous parler des dernières tendances et des derniers profils sur le front désarçonnant du virus. Bonsoir Momar Alice. Bonsoir Hassan. À Saint-Louis, le SAMU a reçu 10 alertes. Sur ces 10 alertes, seules les 2 ont été validées. Les prélèvements effectués sont envoyés au niveau de l'Institut Pasteur à Dakar et on attend toujours les résultats à Saint-Louis. Sur l'ensemble de la région, actuellement, il y a 22 cas contacts qui sont actuellement suivis par les autorités sanitaires et jusqu'à présent, leur situation reste stable pour dire qu'il n'y a pas encore péril à la demeure puisqu'il n'y a rien de grave à signaler. Par ailleurs, il y a 34 voyageurs qui viennent des autres régions du Sénégal qui ont été signalés par la communauté et qui sont suivis également de très près par les autorités sanitaires. La brigade régionale d'hygiène, quant à elle, a mené une vaste opération de désinfection qui, cette fois-ci, concernait les ponts Faidherbe et le pont Moustapha Malik Gaye. Pendant ce temps, à Podor, la brigade départementale d'hygiène est dans la sensibilisation et la distribution de masques aux populations. Cette brigade également s'évertue à vulgariser et à mieux expliciter aux populations l'utilisation des lave-mains traditionnels qu'on appelle là-bas les tipi tapa et qui sont très prisés en cette période de pandémie de coronavirus. Au niveau du centre de traitement de l'hôpital régional de Saint-Louis, Hassan, actuellement, il n'y a que 2 patients qui sont internés et qui sont suivis de très près. D'après les médecins que nous avons joints, ils attendent les derniers tests qu'ils sont en train de faire. Et si ces tests reviennent négatifs, ils seront obligés de les libérer pour qu'ils regagnent leur domicile et qu'ils continuent à vaquer à leurs occupations. Voilà, d'une manière générale, tout ce qu'on pouvait retenir ici à Saint-Louis.
Merci Momar. Nous revenons à Dakar pour réentendre donc ou essayer de savoir à nouveau c'est quoi le profil épidémiologique du jour avec la directrice générale de la santé du Sénégal qui a fait état donc aujourd'hui d'une nouvelle vague de Covid+. On va la réécouter parce qu'on ne peut pas y échapper. Sur 466 tests réalisés, 35 sont revenus positifs. Il s'agit de 34 cas contacts suivis par nos services. Un cas issu de la transmission communautaire à Niaritali, ici à Dakar. 7 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable et aucun cas grave n'est à signaler. À ce jour, 412 cas ont été déclarés positifs, dont 242 guéris, 5 décédés, 1 évacué et donc 164 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. L'argent, le nerf de la guerre, c'est temps tout à fait inquiétant. Plus de 300 milliards ont été déjà mobilisés sur les 1000 donc qui constituent le fonds Covid. Les partenaires financiers du Sénégal qui ont fait des promesses donc vont bientôt bouger selon les dernières informations. Et en mode visioconférence, on va écouter donc les éclairages du ministre de la Coopération. Ce qui est déjà mobilisé, donc, c'est le financement que le FMI donc a accordé déjà, c'est 266 milliards. On va faire le calcul ensemble. La Banque mondiale qui a déjà payé les 13 milliards. On attend à peu près 135 milliards de plus de la Banque mondiale un peu plus tard. La BOAD donc a mis également 15 milliards. Les bonnes volontés et le secteur privé qui a contribué, on est à peu près à 15 milliards, à peu près, un peu plus éventuellement. Nous avons également le Luxembourg qui a déjà payé une partie, je pense c'est autour de 3 milliards. Voilà, 3 milliards donc du Luxembourg déjà qui ont fait les virements. À part cela, nous avons l'Union européenne, donc 13 millions d'euros, c'est incessamment d'abord. Dans les 130 millions d'appui budgétaires, il y a 13 millions d'euros qui vont être payés peut-être même cette semaine. Ça va nous faire à peu près 8 à 9 milliards à peu près par l'Union européenne en attendant de recevoir donc l'argent qui reste. Et nous avons donc les autres partenaires tels que la BID qui est pratiquement en train de finaliser son appui total de 98 milliards. Et l'appui de la BID sera dédié essentiellement à l'achat de matériel de santé, mais également de vivres. C'est à peu près 98 milliards. On s'entend à ce que cela soit prêt d'ici la fin de la semaine prochaine ou plus tard. Donc, à peu près, ça, on ne peut pas inclure comme c'est pas encore dans le compte. Donc, si on fait le compte, on est à 43 plus 266, ça nous fait 309. Plus 3, ça fait 312. Plus 9, ça fait 321. À peu près 321 milliards, plus ou moins déjà, je dirais, dans le force Covid-19. N'oubliez pas que ça va dans un compte de la BCAO. Les appuis budgétaires, certaines institutions le font classiquement directement au Trésor, mais tout est comptabilisé dans le cadre donc de force Covid-19. Et le ministre vient de le brosser. L'Union européenne déverse 100 milliards dans le fonds Covid-19 sénégalais. C'est une réponse parmi d'autres à la crise globale. C'est ce qu'a postulé donc le ministre de la Coopération, Migui Maram Ndiaye. L'appel de fonds de 1000 milliards de francs CFA lancé par le président Macky Sall a eu un écho favorable. La preuve, c'est 500 milliards décaissés par l'Union européenne. Tout d'abord, nous privilégions la modalité qui offrira au gouvernement la plus grande flexibilité et la plus grande rapidité d'action. C'est l'appui budgétaire, direct, au budget de l'État. 130 millions d'euros seront décaissés cette année, donc, en soutien au fonds Force Covid-19. Ces dons pourront être associés, si vous le souhaitez, en étroite coordination avec les autres partenaires, comme le FMI,
la Banque mondiale, les banques européennes, la BEI, à des mesures d'appui pour la situation économique et à des aides sociales. Être utilisées pour lever d'autres financements. Cet acte posé par ce partenaire du Sénégal est fortement salué par le ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Amadou Hott révèle que les 85 milliards vont directement dans les caisses du Force Covid-19. Les 130, soit 85 milliards, ça va dans le fonds Force Covid-19 dans le cadre d'un appui budgétaire. Donc, pour financer les différentes composantes du programme donc, de résilience économique et sociale. Une partie de cet argent peut aller, par exemple, dans l'appui à la diaspora. Ça peut aller également dans le paiement, en fait, des créances échues de l'État envers le secteur privé. Dans le plan, on a 302 milliards de francs CFA. Donc, une partie de l'argent peut aller là-bas également. Et l'autre partie aussi peut aller dans l'appui aux entreprises donc en difficulté. Donc, ça rentre dans la caisse de l'État. C'est dans le cadre d'un appui global et maintenant, l'État utilise toutes ces ressources-là pour financer les différentes composantes du programme de manière très flexible, en tout cas dans la mise en œuvre. Les 13 milliards restants seront réorientés dans le cadre de programmes de l'Union européenne en cours d'exécution. Par exemple, nous avons des projets d'appui à l'emploi, par exemple, et à l'artisanat dans le cadre de notre partenariat avec l'Union européenne. Donc, on peut demander à l'agence d'exécution, qui peut être l'agence de coopération espagnole ou bien l'agence de coopération belge, et leur demander, comme il y a Covid-19, quel secteur, quelles couches sont vulnérables, sont affectées, réorienter vos projets existants donc vers ces couches-là pour que l'impact de Covid-19 soit atténué. Ce programme de résilience économique et sociale devrait avoir un impact de 1,6% sur la croissance économique. Et ce rendez-vous avec la presse s'est tenu en visioconférence vu le contexte actuel qui impose la distanciation sociale et interdit toute forme de rassemblement. Et argent ou pas, on ne sera pas accueilli. En Amérique, Donald Trump a annoncé la suspension momentanée de l'immigration économique aux États-Unis avec à la clé la signature d'un décret dans le but, dit-il, de freiner la propagation du virus qui a déjà emporté 42 000 personnes dans le pays. L'autre élément de langage de Donald Trump, c'est qu'il veut protéger les emplois des Américains de souche. Donc, c'est une annonce qu'il a faite, on le voit, via son réseau préféré, Twitter. La musique est un art majeur des occasions, permettent donc que l'on s'en rappelle une lumière donc dans cet écosystème particulièrement étouffant. Il s'agit d'Amira Abed qui a repris avec une réussite donc éclatante un titre fétiche de Pape Djibiba, Chéri Coco, c'est le titre donc dont on veut parler. L'interprétation est fort bien accueillie de façon globale par les Sénégalais. On fait davantage donc connaissance avec la musicienne. Donc c'est au sujet d'Oumar Kane. Derrière cette voix, une jeune fille innocente, joviale, mais surtout très simple. Une simplicité devant et derrière les surprise. Pratiquement personne n'avait été mis au courant de sa sortie. Voilà, donc ce sera le cas pour le reste, Inch'Allah. Un artiste qui n'étudie pas rate beaucoup de choses. Parce que les études ont beaucoup d'importance dans la vie humaine en tant que telle. D'autant plus que tu veuilles faire une carrière dans la musique, il faut que tu acquières des connaissances pour pouvoir évoluer dans le milieu. Donc je n'arrêterai pas les études, Inch'Allah. Simple, oui,